C'est l'heure du tribunal de l'actualité à Kanchari, Logobou et Diapaga dans la région de l'Est du Burkina ainsi que dans plusieurs autres villes du pays. Auditeurs et auditrices de la radio ATFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Juge Geoffroy, bonjour à vous. Bonjour Président Kaboré, bonjour Juge Boumba, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, Juge Vaha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Messieurs, bonjour. Pour cette deuxième convocation, le tribunal de l'actualité auditionne Norogo Sawadgo. Il est le directeur des affaires corporatives de Sodigaz. Avec lui, il sera essentiellement question à cette audience de la problématique du gaz butane. Quelle solution pour éradiquer les pénuries cycliques? Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour Monsieur Kaboré, bonjour Messieurs les juges, bonjour Mesdames et Messieurs les auditeurs. Et sur ce, je déclare ouverte cette deuxième convocation du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Geoffroy, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Oui, merci Président. Moi, je vais revenir un peu aussi sur un peu la CAN et puis le branle-bas de conséquences. On a bien vu, évidemment, en pleine CAN des sélectionneurs se faire débarquer. Certains même ont décidé de partir d'eux-mêmes du fait de contre-performance. On a vu comment le Cameroun aussi est arrivé avec beaucoup d'ambition et s'est heurté aussi aux autres ambitions. Et le Cameroun qui est retourné chez lui. Il y a eu l'onde de choc avec Samuel Eto'o qui décide de démissionner. Il présente auprès de son comité donc sa démission. Et unanimement, il décide de rejeter cette démission parce que comme depuis 2021, il est à la tête de cette fédération. Il pense qu'il y a encore des choses à faire, il y a des éléments à construire. Donc, il se met dans la durée. Mais je pense aussi que c'est un exemple. On peut tout reprocher peut-être à le président de la FECAFOOT, mais on ne peut pas lui reprocher l'ambition qu'il a pour le football de son pays. Peut-être qu'il lui met un peu trop de siège, il est un peu trop impliqué, mais est-ce qu'on peut... on peut reprocher à quelqu'un de trop aimer quelque chose et de trop vouloir que ça marche. Donc le procès d'intention, on peut pas lui faire. Mais je pense que revenir et tirer les leçons, dire que si ça ne va pas, peut-être que c'est ma faute, c'est aussi de la grandeur d'esprit. Et pour moi, c'est très important. Chez nous aussi, pour ouvrir la brèche, concernant nos étalons, il va falloir mettre les choses sur la table et puis tirer les leçons de notre débâcle parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Avant, on a tenté de taire certaines choses. C'est sûr qu'au regard de certaines informations qu'on a, les couteaux vont ressortir, mais est-ce qu'il n'y a pas de grandeur à avoir, il n'y a pas à s'élever et puis se dire qu'à un moment donné, peut-être que le milieu est devenu trop compliqué. Je ne parle pas seulement parce que c'était, verront dans mes propos, viser le président de la fédération. Il n'y a pas que lui. Dans ce qui est en train de se passer, je pense qu'on ne se bat jamais seul. On se bat avec des gens. Il faut être deux pour faire une bagarre, au moins. Et pour ce qui est de notre football, ils sont nombreux à nous empêtrer dans ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est pas intéressant. Et je reviens encore à la FECAFOOT, quelquefois, il faut prendre de la hauteur, malgré l'amour que Eto'o a pour et l'ambition qu'il a pour son pays en matière de football. Il a dit à un moment donné, comme ça ne marche pas, peut-être que c'est un peu ma faute. Il faudrait que chacun aussi, quelquefois, se mette cela en tête. J'ai dit encore, c'est pas seulement le président de la fédération, ceux aussi qui sont à côté, qui, à chaque fois, ramènent des anciennes bagarres parce que c'était des alliés d'hier qui deviennent aujourd'hui des ennemis. Il faut qu'à un moment donné, ils mettent notre football là un peu avant toutes leurs ambitions, un peu avant toutes les petites bagarres. Je pense que ça aussi c'est un bon message. Et puis je termine en avant-propos avec un clin d'œil. Parce que très souvent, au mot à dire, il y a des appels, des commentaires pour nous encourager. On écoute, nous sommes les premiers, comment dire cela, les premiers auditeurs de nos propres programmes. Croyez-nous, donc on vous écoute et on est vraiment heureux de ce qu'on fasse vous plaise. Et puis on écoute toujours aussi les critiques qui sont formulées pour ce qui est de ce tribunal de l'actualité et on essaie de se bonifier. Donc merci à eux.
Merci donc aux différents auditeurs du mot à dire. Juge Bernard Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Merci. Mon avant-propos, c'est le Sénégal avec la suite des événements, parce que après la sortie de Macky Sall qui parlait d'ouvrir un dialogue, il fallait passer à une autre étape. Donc les députés se sont réunis. La présidentielle est reportée au 15 décembre, ça c'est connu. Ce qu'il y a, c'est effectivement le clair-obscur de ce jeu du président sénégalais qu'on n'arrive effectivement pas à lire. Et ici, nous avions dit que Macky n'avait même pas de velléité, n'avait pas la volonté de céder le fauteuil au terme de son deuxième mandat. C'est la pression de la rue qui l'a amené à sortir dire qu'il renonce. Il a trouvé un candidat qui apparemment ne faisait pas le poids. Et comme les ardeurs de Sonko et de ses camarades se sont sérieusement émoussés. En tout cas, les ardeurs ont vraiment diminué. Bon, ça lui ouvre la voie pour effectivement aller faire ce qu'il veut faire. Parce que ce qui est curieux, le Sénégal n'a pas de crise politique. Il n'y a pas de marche qui bloque quoi que ce soit. Ce n'est pas un pays en guerre, non. Et c'est un pays qui a une stabilité politique en dehors du fait que c'est Macky lui-même qui a provoqué les remous. Mais aujourd'hui, comme il a tout fait pour tuer tout ce qui peut porter la constitution et la contestation dans l'œuvre, c'est le boulevard. Et voilà ce que ça donne. Et c'est en violation flagrante des dispositions de la CEDEAO. C'est 6 mois. Pour quelqu'un qui a fait un premier mandat, qui n'arrive même pas à organiser les élections de son deuxième mandat. C'est vrai qu'on accuse des gens de double, comment on appelle ça, double nationalité, mais ce n'est pas un argument de mon point de vue suffisant. La loi dit quoi, on ne prend pas, c'est tout. Donc si c'est arrivé, est-ce que tout ça aussi n'était pas pour ça? C'est la question que je me pose. Mais finalement, c'est quoi? Mais dans l'histoire du Sénégal également, si on regarde bien, Macky n'est pas seul. Senghor a été obligé de se plier face à Abdou Diouf, qui a été obligé de se plier face à Wade, qui était obligé également de se plier face à Macky Sall. Maintenant, il ne sait pas devant qui Macky sera obligé de se plier. Mais si vous regardez l'histoire des successions et des élections au niveau du Sénégal, c'est ainsi. Chacun, à un moment donné, a tenté un passage en force et ça n'a pas marché. La seule différence avec les autres pays, c'est à l'issue des élections que les populations te renvoient là d'où tu es venu. C'est la seule différence. Mais ici, Macky dit qu'il ne sera pas candidat, il a trouvé un autre candidat. Espérons que d'ailleurs, à l'issue des concertations, il ne revienne pas faire comme un de ses amis, Alassane Ouattara, il dit finalement, lui, il n'a pas trouvé quelqu'un, il faut que lui-même, il endosse l'habit. Espérons que le 15 décembre, les élections aient lieu. Espérons que d'ailleurs, Macky ne revienne même pas sur sa propre parole. J'ai dit espérons. Maintenant, voyez-vous ce qui se passe au Sénégal comme élément de recul. C'est ça aussi l'autre facette de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'elle va dire ou qu'est-ce qu'elle peut faire? Si les chauffourées avaient conduit à autre chose rapidement, les communiqués qui condamnent sortent de toute fusion. Mais là, on dit de mettre de la sagesse, de respecter tout et tout. Mais franchement, ça n'est rien comprendre. Bon, ainsi va aussi la CEDEAO, ainsi va l'Afrique de l'Ouest, ainsi va le milieu francophone. Merci à vous, messieurs les juges, pour ces avant-propos. Problématique du gaz butane, quelle solution pour éradiquer les pénuries cycliques? Voici le thème retenu pour cette deuxième audience du tribunal de l'actualité, avec à la barre le directeur des affaires corporatives de Sodigaz. Messieurs les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Juge Geoffroy Vara. Oui, question de généralité. Pour qu'on plante bien le décor, essayez de nous expliquer un peu comment ça fonctionne. On sait que vous êtes entre l'importateur qui est l'État et nous qui sommes les ménages et d'autres aussi qui peut-être sont des entreprises qui utilisent ce gaz-là. Comment ça fonctionne la chaîne pour qu'on comprenne un peu mieux? Merci beaucoup. Avant tout propos, je voudrais surtout, au nom de l'ensemble des marketeurs, et spécifiquement au nom de Sodigaz, sincèrement présenter nos excuses aux consommateurs. Parce que nous voyons ce qu'ils subissent ces derniers temps relativement à cette pénurie-là. C'est des pères de famille qui sont avec des bouteilles vides, soit dans leur véhicule, soit sur leur moto, en train de sillonner la ville, souvent même pour suivre les camions, pour pouvoir disposer du gaz. C'est dommage et c'est malheureux parce que la problématique du gaz, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Cette situation, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle, pourquoi? Parce qu'il faut peut-être remonter à l'histoire pour comprendre pourquoi on en est là. Il faut dire qu'à la base, le gaz était, on va dire, un produit de luxe. Et je me rappelle autour des années 88,
lorsqu'on parlait du gaz butane, on cherchait même des clients pour pouvoir avoir le gaz butane. Okay. Et c'était des marketeurs de nationalité étrangère qui étaient chargés de commercialiser le gaz. Notre situation actuelle vient du fait qu'à un certain moment, les politiques nationales ont trouvé intéressant pour substituer au charbon et au bois, de mettre en place une politique audacieuse, je dis bien audacieuse, pour permettre à ce que le gaz butane soit le produit le plus utilisé dans le cadre donc, de l'énergie. Cette politique audacieuse a permis à un certain moment à des marketeurs nationaux de pouvoir émerger. C'est le lieu de dire que Sodigaz existe aujourd'hui parce qu'au temps de la Révolution, on a permis à des nationaux de pouvoir entrer dans le gaz. Ça, c'est très intéressant à le dire. Et lorsque les nationaux sont rentrés dans le gaz, du fait qu'il y a eu des difficultés objectives pour pouvoir vulgariser ce gaz-là, tous les internationaux ont préféré investir plus dans le carburant, qui était beaucoup plus rentable que le gaz. Okay. Il a fallu Sodigaz et un certain nombre de pionniers nationaux, aidés par la Sonabi, qui a tenu à vulgariser le gaz. Ça également, il faut que j'insiste là-dessus. Grâce à la bonne volonté de Sonabi, qui a apporté sa contribution dans un partenariat gagnant-gagnant avec les marketeurs de l'époque, qui a permis de vulgariser le gaz. En 1988, Sodigaz était à 13, quelques % de part de marché. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 60%. Plus de 60% pendant 40 ans, Sodigaz a investi en logistique, en bouteilles, pour pouvoir apporter notre contribution dans ce secteur. C'est vrai que nous ne demandons pas qu'on nous félicite pour ça. Mais nous disons aujourd'hui, lorsque vous regardez la situation, c'est comme si ces 60% de part de marché étaient un péché pour Sodigaz. Comme si nous étions, ce n'était pas normal que nous puissions l'avoir. Nous sommes ici pour dire ceci. Pendant longtemps, nous n'avons pas voulu communiquer parce que ce que le consommateur recherche là, ce n'est pas qui a tort, qui a raison. Le consommateur recherche sa bouteille. Nous avons travaillé pendant longtemps à disponibiliser cette bouteille-là. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il faut qu'à un certain moment qu'on explique comment organiser le secteur du gaz pour que les consommateurs comprennent et qu'ensemble, on puisse trouver la solution. Parce que ni Sodigaz, ni Sonabi seul, même l'État seul ne peut pas trouver de solution aujourd'hui à cette problématique-là. Je réponds à votre question en disant ceci. Le secteur est très bien organisé de façon à ce que tout le monde comprenne. Sonabi est un établissement public qui a le monopole de l'importation, du stockage et de l'emplissage des bouteilles. Stockage et emplissage des bouteilles. Ça veut dire qu'ils partent chercher le gaz en dehors du Burkina parce que nous n'en produisons pas. Ils viennent stocker dans leurs sphères et leurs cigares. Ils ont des chaînes d'emplissage et les marketeurs que nous sommes, nous partons avec nos camions et nos bouteilles au niveau de la Sonabi. Nous remplissons nos camions, nos bouteilles. Nous allons sur nos points de vente agréés et les points de vente agréés ont l'obligation de vendre au consommateur final. Voilà comment est organisé le secteur. Et c'est le lieu de clarifier quelque chose. Le système est tel que Sonabi est considéré comme un grossiste. Nous sommes, en tant que marketeurs, considérés comme des demi-grossistes. Et nos revendeurs agréés sont considérés comme des détaillants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on nous demande, par exemple, nous, d'aller mettre en place nos propres points de vente, la législation ne nous permet pas d'être à la fois demi-grossistes et détaillants. Nous permettons donc à des Burkinabés de pouvoir créer de l'emploi, de pouvoir commercialiser ce produit-là, qui aujourd'hui est en train de devenir un produit de première nécessité presque, parce que tous les Burkinabés l'utilisent. Voilà, de façon peut-être longue,
pour qu'on puisse se comprendre quelle est la situation du gaz, quelle est la responsabilité et la situation de Sodigaz par rapport au secteur du gaz. D'accord. Donc, tout est bien expliqué. On a eu aussi droit à ce rappel qui, pour moi aussi, est important. Comment est-ce que Sodigaz vient? C'est normal, hein? Quand vous avez 60% de part de marché, quand il y a un problème de gaz, on dit il y a un problème avec Sodigaz. Ça devient, c'est naturel. Mais dites-nous, c'est quoi le problème? Est-ce que vous parlez? Parce que même s'il y a la SONABI, qui est la structure étatique qui fait venir, vous êtes dans la chaîne. Est-ce que vous parlez pour que chaque année, pratiquement à la même période, le Burkinabé n'ait pas à souffrir comme ça? C'est quoi le problème? Monsieur Ba, en septembre 2023, nous avons fait sortir un écrit pour attirer et interpeller sur le fait que la situation de pénurie qui s'annonce va être relativement plus difficile cette année pour des raisons objectives. Et les raisons objectives, c'est quoi? C'est que vous savez que du fait de la situation nationale, il y a plus de 2 millions de déplacés internes qui ont quitté les zones difficiles pour se retrouver en situation d'urbanisation. Ce n'était pas quelque chose qui était prévu et attendu. Ces 2 millions de déplacés internes sont de nouveaux consommateurs. On est tous d'accord aujourd'hui que dans les zones rurales, où les gens utilisaient éventuellement le charbon, le bois, ils n'ont plus accès aux forêts pour des raisons de sécurité. Et pour se chauffer et puis faire la cuisine, ils ont fondamentalement besoin de gaz. D'ailleurs, ceux qui utilisaient le charbon et le bois, de façon économique, on se rend compte aujourd'hui que c'est plus cher d'utiliser le charbon et le bois. C'est de nouveaux consommateurs. La consommation a augmenté de façon exponentielle. Les efforts que SONABI fait, et je peux vous le dire, au début d'année, je les ai même félicités parce qu'ils ont augmenté leur tonnage. SONABI fait des efforts, mais nous disons que la réalité du marché fait que les efforts de SONABI sont insuffisants pour pouvoir prendre en charge l'ensemble des consommateurs de gaz. Je vous donne quelques chiffres. Allons-y. Sur la base des installations, et je parle sous le contrôle de la SONABI, que ce soit le dépôt de Pény et le dépôt de Balolé, les deux chaînes d'emplissage, parce que souvent il y a une confusion entre l'emplissage et le stockage. D'accord. Il y a une confusion qui est entretenue. Peut-être expliquez-nous. Voilà, c'est-à-dire que nous n'avons jamais dit que SONABI n'a pas suffisamment de gaz dans leur sphère et dans leurs cigares en termes de stockage. Nous n'avons jamais dit ça. Nous n'avons même pas le droit de le dire parce que c'est à SONABI d'estimer qu'elle est dans des difficultés. Nous n'avons jamais dit ça et nous savons également qu'il y a effectivement du gaz dans les sphères et les cigares. Donc ce n'est pas un problème de stockage. Okay. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Ce que nous disons, c'est que du stockage dans nos bouteilles, il y a ce qu'on appelle l'emplissage des bouteilles, qui se fait dans des chaînes d'emplissage. Ce que nous disons, c'est que c'est l'emplissage des bouteilles qui n'est pas suffisant pour pouvoir prendre en charge le marché. Je dis bien l'emplissage des bouteilles que les marketeurs amènent à SONABI. Le temps et les capacités d'emplissage ne sont pas suffisants. Ils veillent 24 heures sur 24. Bon, explique, parce qu'on est au tribunal et on veut que tout le monde comprenne les choses. Emplissage, expliquer concrètement. C'est-à-dire, vous êtes des marketeurs, parce que j'ai parlé de la chaîne. La SONABI fait son importation. Vous dites, ce n'est pas une question de pénurie dans la question du stockage. C'est-à-dire que le gaz, il y en a déjà abondamment commandé, stocké. Maintenant, il faut que ça rentre dans les bouteilles. Et c'est là où il y a problème. C'est exactement ça. Ça veut dire que nous parlons. Parce que quand nous amenons, je vous donne un exemple. Okay. Nous amenons par exemple 50 camions au niveau du parking de SONABI. Ils ont la méthode les premiers venus, les premiers servis. Nous faisons rentrer nos camions pour être servis. Et c'est avec ces camions servis que nous allons donc approvisionner la population. C'est un constat que vous pourrez aller faire au niveau du parking de la SONABI. Il y a beaucoup de camions qui sont garés avec des bouteilles vides qui n'ont pas pu être remplies.
ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de gaz dans les sphères et les cigares, mais c'est parce que pour que le gaz puisse rentrer dans les bouteilles, il y a les chaînes d'emplissage. Et nous sommes en train de dire, les chaînes d'emplissage de Sonabi, sans problème, ils peuvent nous faire autour de 700 à 750 tonnes jour, s'il n'y a aucun problème. De l'expérience que nous avons et des chiffres que nous avons, le besoin réel des populations sur l'ensemble de la consommation de gaz est autour de 820 tonnes. Sur une capacité d'emplissage de 750 tonnes des chaînes d'emplissage de la Sonabi. 750 tonnes par quoi? Par jour. Par jour. Okay. Et le besoin par jour est de 820 tonnes. 820 tonnes. On a un gap déjà de pratiquement combien? 70 ou bien? Oui, ça c'est les capacités d'emplissage. N'oubliez pas qu'il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte. Le paramètre humain, la manière dont les gens travaillent, le rendement, les pannes, les coupures d'électricité. Il y a tout un ensemble de facteurs qui font que les marketeurs que nous sommes, nous avons par jour en moyenne 450 tonnes. Tous les marketeurs réunis en groupe. Je parle de nous, Sodigaz. Sodigaz, okay. Sodigaz qui a 60% de part de marché. 60% de part de marché. Et ce que je vous dis, c'est qu'il y a des moments où c'est, puisque c'est des chiffres que nous prenons au niveau de la Sonabi, sur l'ensemble de leur tonnage. Et ces chiffres, souvent, c'est autour de... Pardon, hein, j'ai même dit c'est nous. Non, c'est l'ensemble des marketeurs qui sont à 450 tonnes. Je rectifie, c'est l'ensemble des marketeurs qui sont à 450 tonnes. C'est des chiffres que nous avons au niveau de la Sonabi. 450 tonnes par jour, alors que le besoin est de 850. Et la capacité de plus de 750 en gros. Faites vous-même le calcul. Forcément, il y a un gap. Et nous comprenons ça. Parce que personne n'a vu venir la situation dans laquelle nous sommes. La situation à la fois de besoin, la situation politique. Parce que pour investir dans un centre emplisseur, c'est beaucoup d'argent. Et ce n'est pas en une année, en 6 mois, qu'on peut aujourd'hui investir pour pouvoir avoir excusez-moi, des chaînes d'emplissage qui permettent de prendre en charge. Tout le monde entend aujourd'hui la Sonabi dire nous allons investir à tel niveau, à tel niveau. Nous comprenons. Mais nous disons que quel que soit l'investissement qu'ils seront obligés de faire, de l'expérience que nous avons, nous sommes convaincus qu'il y aura toujours des difficultés pour satisfaire le marché. Voilà notre message. Et c'est pour ça que nous avons dit ce qui a été expérimenté ailleurs peut être expérimenté aussi ici. Dans d'autres pays, ils se sont trouvés confrontés à cette situation. Et ils ont permis au privé d'apporter sa contribution. Et là également, c'est le lieu de corriger quelque chose qui est fondamental. Sonabi, aujourd'hui, est envié dans la sous-région. Excusez-moi, dans la sous-région, parce que Sonabi, le rôle que Sonabi joue est fondamental dans le monde des hydrocarbures. Vous savez bien que c'est des produits dangereux, c'est des produits compliqués à manipuler. N'importe qui ne doit pas le faire. Et c'est un bel instrument que nous avons aujourd'hui. Mais il se trouve que, vous savez tous que c'est difficile pour les finances publiques aujourd'hui de rentrer dans des investissements compliqués et difficiles du fait de la situation nationale. Ce n'est pas impossible, mais nous disons que c'est compliqué. Et c'est pour ça que notre proposition est la suivante. Nous demandons à ce que Sonabi, je dis bien Sonabi, et le ministère, qui ont le monopole, que ce monopole-là demeure et reste. Mais qu'à côté, ils puissent ouvrir ce qu'on appelle une délégation de service public qui existe dans les textes et qui permet, sous le contrôle de la Sonabi, de permettre à des privés de venir investir pendant un temps donné pour permettre à la Sonabi de continuer ses investissements structurants. Et lorsque la Sonabi sera prête à pouvoir prendre en charge l'ensemble des besoins, que la Sonabi puisse mettre fin à la délégation de service public. Mais en attendant, nous disons, les solutions que nous proposons sont les suivantes. Voilà nos solutions. On peut ne pas être d'accord, mais nous disons, discutons. Échangeons pour voir dans quelle mesure ça peut être une solution. Parce que ça fait plus de 15 à 20 ans qu'on passe le temps à se taper dessus, à dire c'est la faute à Sodigaz, c'est la faute à Sonabi. À un certain moment, asseyons-nous et puis voyons quelles sont les solutions. Voilà un peu ce que nous, en tant que Sodigaz, nous proposons.
Bien sûr, mais à travers les chiffres que vous avez donnés, nous voulons juste essayer de comprendre. Le besoin journalier est estimé à tout au plus 850. 820. Au niveau de la Sonabi, la capacité par jour est de 750. Il se trouve que l'ensemble des marketeurs au Burkina n'arrive à avoir que 450 par jour. En tant que marketeur, vous êtes quand même en bonne ligne pour poser la question et comprendre où rentrent les 350. En vérité, les 350 constituent justement le besoin qui fait que nous nous baladons tous les jours avec nos bouteilles pour aller chercher le gaz. C'est ça la réalité. Ce n'est pas que Sonabi, je vous répète, Sonabi travaille 24 heures sur 24 pour produire le gaz. Mais malgré tout, vous voyez dans la rue les gens en train de se balader. La question qu'on se pose effectivement, si ce qu'ils nous produisent est suffisant, pourquoi les gens continuent à se balader? Il y a certaines réponses qui ont été données, qui peuvent être justes, mais qui ont besoin également de se poser des questions. Supposons que, comme on le dit, c'est parce que le gaz est détourné à d'autres fins. À quelle fin, par exemple? On nous parle des maraîchers qui utilisent le gaz, on nous parle des restaurants qui utilisent le gaz, et c'est le lieu également de faire une différence. Il y a ce qu'on appelle le gaz subventionné. C'est-à-dire que l'État, pour améliorer la politique d'accès des ménages au gaz, a mis en place une politique de subvention pour que le gaz ne soit pas au prix coûtant, mais que le gaz puisse être accessible essentiellement sur les 6 kilos et les 12 kilos, qui sont les bouteilles les plus utilisées par les ménages. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, ce gaz-là, on a constaté sur le terrain qu'il y a des maraîchers qui les utilisent au détriment des ménages. Qui fait que, effectivement, on se rend compte que les ménages n'en ont pas suffisamment. Mais nous disons et nous répétons, si les textes disent que ce n'est pas normal, l'État qui a la prérogative de la puissance publique doit y mettre fin. Si les textes le disent de façon claire. D'accord. Si les textes disent également de façon claire et nette que les restaurateurs n'y ont pas droit, l'État doit y mettre fin de façon nette et claire. Mais mieux encore, si aujourd'hui nous disons ok, ils n'ont pas droit au gaz subventionné, est-ce que vous pensez raisonnablement qu'ils vont cesser d'utiliser le gaz du fait de ce que ça leur apporte aujourd'hui en termes de bénéfices? C'est pour ça que nous disons, ne voyons pas le problème sous l'angle de la gaz subventionné, gaz tout court. Voyons comment faire pour que le gaz soit disponible pour tous ceux qui peuvent l'utiliser si la loi le permet. Par exemple, je ne dirais pas que les taximans doivent l'utiliser. La loi l'interdit formellement. Mais ce que la loi n'interdit pas formellement à date, c'est de s'asseoir pour voir comment faire pour que tout le monde puisse l'avoir aux conditions fixées par la loi. Et pour aller dans ce sens-là, il y a des périodes de l'année où personne ne se pose de questions si le gaz manque ou pas. Il y en a. On n'a pas besoin de tourner pour chercher le gaz. Il y a des périodes de l'année où il y en a. Enfin, il y a longtemps. Mais je suis au regret d'annoncer que ça va être difficile désormais de penser qu'il y a une période où ça va aller mieux que l'autre. Parce que le besoin, personne ne va revenir encore au charbon et au gaz. Dès que aujourd'hui, tous ceux qui sont au gaz vont continuer au gaz. Et ce besoin-là va être grandissant, ça ne va pas diminuer. D'accord. On va juste rappeler aux auditeurs qui nous prennent en marche sur la radio WattFM que le directeur des affaires corporatives de Sodigaz, Noraogo Sawadgo, est notre convoqué à la barre du tribunal. La parole au juge Bougma. Merci. On est déjà à fond dans le gaz. Sinon, Noraogo Sawadgo, c'est aussi le scénariste, le producteur. Affaires publiques nous manquent, mais bon, bref, on est là pour autre chose. C'est juste une parenthèse. Ok, Titi, notre invité. En tout cas, il a une filmographie très bien remplie en termes de scénario de production. Il y en a beaucoup. Il inspire beaucoup de générations. Il fallait qu'on relève aussi de l'actualité. C'est très important pour la jeune génération. Ok, bref. Maintenant, effectivement,
je ne pense pas que le problème soit les utilisateurs parallèles non autorisés. Bon, c'est comme ça que je les qualifie. Je ne pense pas que ce soit eux. C'est même le problème de la disponibilité. Puisque vous dites le besoin est à 820. Ce qui sort actuellement, c'est à 750. Et on est même à 400. C'est-à-dire qu'il y a un gros gap. Donc, il n'y en a même pas assez pour les utilisateurs prévus par la loi. N'en parlons pas de ceux qui ne sont pas prévus par la loi. Donc, le problème, il est ailleurs. Si on regarde de près, le problème n'est même pas ceux qui utilisent parallèlement pour les maraîchers-cultures, les taximètres, les restaurants qui n'ont pas droit parce qu'il y a une autre catégorie de gaz non subventionnés qui devraient normalement utiliser. Donc le problème, il est ailleurs. On est d'accord que le problème, il est ailleurs. Ce n'est pas ça seulement, puisque ce qui sort ne suffit même pas. Pour le besoin jour, là, vous avez dit c'est 800 et quelques. Ce qui sort, c'est 400 et quelques. Donc on n'arrive même pas à couvrir le besoin jour. Oui. Avec ou sans utilisateurs parallèles en principe. Allez-y. En fait, ça dit que nous disons et nous répétons, Sonabi fait énormément d'efforts pour disponibiliser le gaz dans les sphères et dans leurs cigares. Et les journalistes certainement, ont dû aller voir un peu qu'il y a le gaz. Nous disons, lorsque vous prenez les chaînes d'emplissage, peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse pour voir dans quelle mesure, et Sonabi est lancé dans cette réflexion, parce que lorsque nous avons fait notre alerte en septembre, nous avons eu une séance de travail avec la Sonabi pour qu'ensemble, nous disons, nous n'allons plus continuer à alerter, nous allons ensemble s'asseoir pour chercher les solutions. Et nous avons ensemble mis en place un cadre de concertation sur le gaz qui a réuni l'ensemble des personnes concernées par le gaz. La Direction générale du commerce, la Brigade mobile de contrôle et de répression de la fraude, la Ligue des consommateurs, l'ensemble des marketeurs, même la douane, pour qu'ensemble on puisse préparer et voir comment on peut anticiper sur cette situation de pénurie. Ce cadre de concertation existe toujours. Et d'ailleurs, demain, nous serons sur le dépôt de Sonabi pour ensemble discuter, continuer à discuter pour voir quelle solution on peut trouver. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'à un certain moment, nous avons besoin de donner l'information aux consommateurs. Parce qu'il y a d'autres aspects que nous pensons être importants, au-delà de la disponibilité du gaz, qu'il faut adresser. Est-ce que vous avez l'impression d'être incompris par les populations? C'est exactement le sentiment que nous avons, d'être incompris. Parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui pensent même que lorsque la bouteille de gaz est à moitié pleine ou vide, c'est selon, c'est la faute à Sodigaz. Alors que nous n'emplissons pas les bouteilles de gaz. Nous sommes incompris parce que lorsque nous disons que nos revendeurs agréés ont un contrat avec nous pour vendre le gaz uniquement au consommateur final, on nous rétorque, vous donnez le gaz au secteur informel. Nous disons aujourd'hui, lorsque vous dites que Sodigaz donne le gaz au secteur informel, aujourd'hui, la problématique du secteur informel n'est pas propre à notre produit, à nous. C'est comme si vous dites, nous sommes, peut-être toute comparaison, toute proportion gardée, c'est un peu dans le domaine du carburant, nous sommes les stations de service qui donnons le carburant aux consommateurs. Ceux qui vendent le carburant de façon frauduleuse, c'est vrai, ils viennent prendre dans nos stations. Mais lorsqu'ils viennent prendre là, ils ne nous disent pas qu'ils vont aller vendre ça au bord de la route de façon frauduleuse. Et ce n'est pas aux stations d'aller fondamentalement arrêter ces gens-là. Il y a les pouvoirs et les puissances publiques pour le faire. Parce que, comme je dis là, si nous ne comprenons pas au Burkina que la loi est la même pour tous, si on pense que Sodigaz pose des actes qui ne sont pas normaux, que la loi s'applique à Sodigaz. Si on pense que nos revendeurs agréés, qui sont des commerçants avec des RCCM, qui doivent rendre compte de ce qu'ils font, si ils ne font pas ce qui est normal, que la BMCRS, qui a tous les pouvoirs, aille faire son travail. D'ailleurs, c'est le lieu de les féliciter ici, parce que ces dernières semaines, nous avons vu des sorties sur le terrain.
c'est ce que nous voulons. Mais même ces sorties, c'est pour contrôler ceux qui tiennent les RCCM, ce n'est pas contrôler ceux qui vendent de façon illégale, en tout cas. C'est le constat qu'on fait. C'est pour vérifier est-ce que ceux qui tiennent les RCCM, en tout cas qui sont des revendeurs agréés, vendent au prix juste et tout. Maintenant, pour les... Comment on appelle ça? Pour ceux qui sont dans l'illégalité, on voit toujours les bouteilles entreposées. En tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un être inquiété. Alors, nous avons été saisis par des gens qui sont formellement installés, les revendeurs agréés, qui disent bon, on vient contrôler nos prix. Alors que nous-mêmes, ce n'est même pas d'abord le prix. Il y en a même qui ne doivent même pas vendre. D'autant plus que c'est un produit dangereux. Et la réglementation veut que ce produit ne soit vendu que par des revendeurs agréés. Ça veut dire que ceux qui sont au bord de la route, qui ne sont pas des revendeurs agréés, n'ont manifestement pas le droit, du point de vue de la loi, de les vendre. C'est ce que nous disons. Et un auditeur sur une autre radio a dit, écoutez, pourquoi Sodigaz ne se lève pas à aller ramasser les bouteilles? Vous voyez, avec quelle puissance publique, mieux que les pouvoirs publics, nous pouvons aller ramasser nos bouteilles? C'est ce que nous souhaitons, parce que les bouteilles qui sont posées là-bas, c'est un manque à gagner pour nous, à tout point de vue, même du point de vue de la sécurité. Parce que dès l'instant où il y a un problème sur ces bouteilles-là, les premières personnes qui vont être indexées, c'est la Sonabi. On va dire c'est une bouteille de Sonabi. Alors que nous apprenons à nos revendeurs agréés le principe de la manipulation des bouteilles pour éviter les accidents, parce que c'est des produits qui ont besoin d'une façon d'être gérés. Et justement, moi, sur ce point-là, quand je vous écoute, j'ai comme l'impression que là-dessus, Sodigaz ne peut avoir aucune emprise et n'est nullement responsable. Agréé auprès de qui? Quand on dit les vendeurs agréés, ils sont agréés auprès de qui? Votre question est tout à fait juste. Nous n'écartons pas notre responsabilité parce qu'ils sont agréés, nous, au niveau de Sonabi et Sodigaz, avec un cahier de charges assez précis. Et ils sont identifiés. Et la loi nous autorise à faire en sorte que ces points de vente agréés soient transmis à la Direction générale du commerce, ce que nous faisons. Ils sont même, aujourd'hui, en termes de GPS, nous avons mis en place un système pour qu'on puisse pouvoir les identifier par GPS. Et c'est même un système que nous avons mis en place pour pouvoir permettre aux consommateurs à un horizon de 1 km autour de lui, au lieu d'aller se balader, de pouvoir identifier quels sont les points de vente qui sont là-bas. Mais nous disons ceci. En termes de chiffres, de 2022 à aujourd'hui 2024, nous avons fermé 142 points de vente. Rien que pour 2024, nous avons fermé 22 points de vente qui agissaient de façon illégale. Sur des éléments comme quoi? Comme le fait qu'ils approvisionnent le secteur informel. Sur les éléments, la base de preuve. Approvisionner le secteur informel, c'est quoi? C'est que personne n'a le droit de pouvoir aller avec des tricycles, ramasser des bouteilles, aller donner ailleurs que sur son point de vente. Et lorsque nous sommes saisis ou que nous avons des preuves, nous agissons. Mais comme c'est des gens qui ont un contrat avec nous, un contrat, il y a un contenu juridique dedans. Si nous n'avons pas suffisamment de preuves et que c'est le voisin qui a dit « Ah, telle personne l'a fait ceci », est-ce que nous avons la possibilité de pouvoir condamner cette personne-là sans preuve? Nous avons sur l'ensemble du territoire national 2500 points de vente. Rien qu'à Ouaga, nous avons 1000 points de vente. Est-ce que vous pensez raisonnablement que nous pouvons être présents, je dis bien 24 heures sur 24, sur l'ensemble de ces points de vente? Non, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, nous avons mis en place un système réseau qui nous permet de les traquer. Mais vous savez bien comment agit le commerçant qui n'est pas de bonne foi. Minuit, 1 heure du matin, pendant que nous ne sommes pas là, fondamentalement partout, ils le font. Nous les avons réunis. Nous avons dit ceci. Vous êtes en train de gâter notre nom. Alors que vous gagnez, je dis bien vous gagnez, puisque la structure des prix est précise sur ce que vous gagnez lorsque vous faites le commerce. Mais en voulant chercher plus, vous êtes en train de gâter le nom de Sodigaz. Mais les réponses qu'ils nous ont données, je souhaiterais peut-être que si vous avez la possibilité d'en convoquer un à votre tribunal, il va lui aussi vous expliquer quels sont les problèmes qu'ils ont lorsque le gaz manque. Oui, nous avions appris que Sodigaz, d'ailleurs, pour aider à résoudre le problème, a envisagé son propre centre de remplissage. Qu'en est-il? C'est depuis 2010. C'est depuis 2010 que nous avons pensé qu'à un certain moment, il faut appuyer les pouvoirs publics
sur ce qui a déjà réussi. Prenez le secteur des télécoms. On avait l'Onatel. Il a suffi qu'on puisse permettre à d'autres opérateurs de venir pour que le secteur des télécoms puisse avoir cet impact que nous avons. En 2010, nous avons commencé les démarches. Et en 2015, nous avons eu l'autorisation de 3 ministères concernés, les 3 ministères concernés. Et nous avons amené le centre amplisseur, effectivement. Des journalistes même sont allés visiter là-bas. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu l'exploiter. Pourquoi? Nous n'avons pas pu l'exploiter parce que nous n'avons pas eu de gaz pour l'exploiter. Tout simplement, disons les choses simplement. Nous n'avons pas le monopole ni de l'importation, ni du stockage. Vous dites pourtant avoir bénéficié de l'autorisation des ministères, mais nous n'avons pas été approvisionnés en gaz. Et nous avons dû descendre notre centre amplisseur, l'amener au Bénin, l'installer dans notre filiale Progaz au Bénin, parce que le Bénin autorise pour les privés l'emplissage, ouvert aux privés la possibilité de pouvoir s'approvisionner, remplir leur centre amplisseur et puis approvisionner la population. Est-ce que vous avez préalablement, vous êtes passé par tout, au niveau des voies de recours pour pouvoir avoir le gaz? Est-ce que vous avez épuisé ces voies de recours avant de l'amener vers le Bénin? Vous savez, je répète, Sodigaz n'est qu'un marketeur. Même ce que nous sommes en train de proposer aujourd'hui, il appartiendra au pouvoir public d'apprécier ce que nous proposons et de voir si ça correspond à la politique, si ça correspond effectivement aux besoins nationaux. Les voies de recours que nous avons, c'est notre volonté de pouvoir apporter notre contribution à ce secteur-là. Si nous avons eu des autorisations et que nous n'avons pas pu les utiliser, il est évident qu'il y a certainement d'autres situations qu'on n'a pas pris en compte qui a fait qu'on n'a pas pu l'avoir. Et c'est pour ça que nous réinterpellons pour dire que ce que nous avons vu venir depuis les années 2010 n'est pas en train de s'arranger, mais c'est en train de s'augmenter chaque année. Ce que vous dites est vrai parce que c'est une vraie préoccupation. Parce qu'aujourd'hui, même le charbon, il est devenu cher, les prix ont flambé. Pour ceux qui utilisent par mois le charbon, les prix ont flambé. Et il y a des moments même où, à une certaine distance, vous ne pouvez pas l'avoir. Ça manque pour ceux qui sont dans la filière vente même du charbon. Les dames le disent, souvent ça manque. Et puis les prix également ont flambé. Et le bois de chauffe, il est en train d'être diminué considérablement. Donc la propension, c'est le gaz. Et ceux qui sont d'ailleurs dans le charbon, qui utilisent comme alternative, ou bien pour réguler leur consommation de gaz, et ceux qui sont dans le charbon ou le bois de chauffe, l'objectif même c'est de quitter pour entrer dans le gaz. Compte tenu des implications et tout pour l'hygiène, les problèmes de santé et tout. Bon, voilà. Bref. Maintenant, effectivement, c'est une situation qui n'est pas en train de finir. Et la crainte que vous avez exprimée ici, c'est de dire, parce qu'effectivement, il y a des périodes où le gaz, il y en a. Quelle que soit l'heure, vous levez, vous en avez auprès des revendeurs agréés, des distributeurs agréés. Mais vous êtes en train de nous dire que c'est parti pour qu'on n'ait même plus de périodes où il y a des gaz. C'est-à-dire qu'on rentre dans une tension perpétuelle. Bon, c'est là. Et maintenant, quand vous dites que vous avez installé le centre remplissage, mais maintenant, vous pensez que n'avoir pas rempli toutes les conditions, c'est pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que c'est pas mieux de dire que quelqu'un quelque part n'a pas accepté que vous le fassiez? Nous n'en savons rien. Non, la question, si vous avez eu les autorisations pour l'installer, qu'est-ce qui manque? Oui, les autorisations étaient, c'est pour, nous installons cela pour mettre du gaz et remplir, envoyer. C'est ça. Le document est passé. L'installation a été faite. Donc, c'est réglé. Il reste maintenant à avoir du gaz pour mettre. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour avoir le gaz? C'est quel papier que vous deviez signer, que vous n'avez pas signé? Et c'est quelle autorisation qu'on devait vous donner, qu'on n'a pas donné? Les études d'impact environnemental ont été faites. Tout a été fait. Mais comme je suis au tribunal de l'actualité, ce que je n'ai pas de preuves, je ne peux pas affirmer. Je parle de ce que je peux affirmer. Je peux affirmer qu'on a les autorisations. On a eu les 3 autorisations. On peut le vérifier. On a fait comment vous appelez ça? L'étude d'impact environnemental. Ça également, c'est vérifiable. On a le centre remplisseur. Les journalistes sont allés regarder. Ça aussi, c'est vérifiable. Aujourd'hui, nous avons Progaz qui est au Bénin, qui est le produit de ce centre remplisseur. Ça également, c'est vérifiable. Pourquoi ça n'a pas été fait? Aujourd'hui, nous pensons que nous allons avancer.
Nous allons avancer parce que nous sommes convaincus que nous sommes dans une situation où les pouvoirs publics sont favorables à ce qu'on pourrait appeler des solutions endogènes pour résoudre. Vous allez avancer comment? Nous allons avancer en interpellant, une fois de plus, tous ceux qui peuvent aider à ce que cette situation puisse avoir une solution, qui puissent nous écouter et qu'ensemble, on examine notre situation pour voir si elle est possible comme solution ou s'il y a d'autres solutions. Parce que ce que nous disons, même lorsqu'on nous reproche tout ce qu'on veut, nous disons, nous sommes ouverts à toutes les solutions qu'on nous proposerait. Mais la seule chose que nous disons, la situation de statu quo n'est pas bon pour le Burkina. Alors vous avez également dit que les autorités actuelles font la promotion de solutions endogènes. Ça peut être quoi, cette solution endogène? C'est ce que nous avons proposé. Nous disons, aujourd'hui, la loi permet aux entités publiques, sous leur contrôle, de pouvoir faire ce qu'on appelle une délégation de service public. La délégation de service public, c'est une disposition de la loi qui permet sur une période donnée d'ouvrir la possibilité à d'autres de prendre en charge un certain nombre de services que cette entité le faisait. Nous interpellons sur cette capacité de permettre à des privés de pouvoir profiter de cette disposition-là pour donner suffisamment du gaz. Après, toutes les conditions que l'État doit mettre en place pour que ce qui ne doit pas être fait puisse être sanctionné, après l'État est souverain pour pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, nous sommes convaincus que la seule solution, c'est qu'il y ait suffisamment de bouteilles de gaz. Peut-être qu'on va être beaucoup plus précis maintenant. Qu'il y ait suffisamment de bouteilles de gaz à la disposition des populations pour qu'en dépit de tout ce qui se passe, que les populations puissent avoir suffisamment de gaz. D'accord. Réaction, juge Fava. Oui. J'aurais d'abord une question et après un commentaire. Le centre d'emplissage que vous avez mis en place, ça vous a coûté en gros combien? Quelle était la capacité? Alors, il faut dire que les situations ne sont pas comparables, on est d'accord. Mais aujourd'hui, vous savez que le privé burkinabé est un privé dynamique qui a pu, surtout nous, qui a pu à un certain moment se rendre viable du point de vue de sa capacité à aller chercher de l'argent, à aller chercher des fonds pour pouvoir mener ses activités. Nous disons qu'il y a beaucoup de privés aujourd'hui qui peuvent aller lever des fonds pour pouvoir venir faire développer ce pays-là. Parce que les ressources publiques, aujourd'hui, on en a besoin pour pouvoir faire la guerre. Ça va peut-être que d'ici, s'il n'y avait pas eu cette situation, Sonabi aurait pu investir suffisamment pour qu'elle puisse prendre en charge la situation d'aujourd'hui. Mais il y a une situation qui ne dépend de personne qui est arrivée, qui a bloqué peut-être les investissements de Sodigaz. Nous disons, nous pouvons aujourd'hui, et nous savons, quand nous disons nous, c'est Sodigaz, mais c'est aussi d'autres privés qui peuvent lever des fonds à l'international pour pouvoir venir mettre en place un centre emplisseur. Maintenant, combien ça coûte? Maintenant, combien ça coûte? Il y a tout un ensemble de paramètres qu'il faut prendre en compte. Avec la capacité. Celui que vous aviez installé. Oui. Parce que vous aviez votre centre emplisseur depuis 2015, celui que vous aviez installé et que vous avez démantelé. Quelle était sa capacité? Et puis, combien ça vous a coûté? Bon, je n'ai pas les chiffres, je le confesse volontiers, je n'ai pas les chiffres. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça ne peut pas être les mêmes quantités et les mêmes capacités. La réponse est très diplomatique. Oui, la réponse est très diplomatique. En fait, je pose la question parce que je me dis, c'est vrai qu'ils sont à l'aise avec la part de marché qu'ils ont, mais en même temps aussi, ils subissent le contre-coup des mauvaises performances, pas forcément liées à eux, mais voilà. Il y a un procès qui est fait à Sodigaz. Mais en même temps aussi, c'est notre nature en tant que Burkinabé que même quand on est trucidé, là, on ne parle pas. Vous mettez autant d'argent pour un centre emplisseur. Vous travaillez avec le ministère, step by step, jusqu'à pouvoir se dire que vous allez avoir du gaz et puis commencer à remplir les bouteilles, ce qui va soulager même l'État. Et puis, vous n'avez jamais le gaz, vous êtes obligé de démonter tout ça là, aller dans un autre pays, et c'est pour le bonheur. C'est-à-dire, nous, on est en train de faire le bonheur d'autres populations, et on est là, on est tranquille, on se dit que bon, mais on ne dit pas où il y a eu le problème. Et moi, je me rappelle, j'ai lu plusieurs interviews là-dessus, où vous avez été accompagné à chaque étape
par le ministère. Même sur les questions des gages à avoir, parce que c'est une question de sécurité très forte, tout ça, ça a été donné. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous, on est des consommateurs, on n'a pas de bouteilles. Parce qu'il y a des problèmes. Je me rappelle de 2018, bingo, quand les centres remplisseurs ont été présentés, parce que moi j'ai fait beaucoup de tours aussi grâce à la Sonabi, dans leurs centres remplisseurs, dans ce qu'ils ont comme investissement, on a vu les efforts qu'ils font. Ils disaient en 2018 que c'est fini, la question des pénuries. Parce que, bingo, les centres remplisseurs, ce qu'ils avaient mis à la chaîne, je pense que c'est deux là, la capacité c'était 450 tonnes journalièrement. 450 tonnes journalièrement, ça avoisine ce qu'on vous donne aujourd'hui. Ça, c'est seulement pour ce qui avait été présenté en 2018. Mais écoutez, comment est-ce qu'on peut se retrouver encore aujourd'hui dans une situation pareille? Si ce n'est que, il faut dire la vérité, malgré tous les efforts de la Sonabi, ça sera difficile sur la question des centres remplisseurs de pouvoir supporter seul. Donc il faut externaliser cette partie-là. Je pense que c'est le plaidoyer que vous êtes en train de faire. C'est vraiment, notre plaidoyer, c'est vraiment ça. Oui, mais vendez votre plaid entièrement, parce que quelquefois aussi, ça révolte. Nous, on est là, on est des consommateurs, on veut des bouteilles. Vous êtes là, vous faites des efforts, vous voulez soulager. Mais il y a des gens qui sont là, c'est notre réalité. Hein. Il y en a qui sont là, je ne sais pas si ça arrange qui. Je ne sais pas qui ça peut arranger dans cette situation qu'on ne soit pas soulagé. Vous savez, nos sages disent quelque chose qu'il faut prendre en compte. Nos sages disent que celui qui parle, quoi qu'on dise, va se donner raison d'une manière ou d'une autre. Nous sommes seuls. Sonabi n'est pas là. Nous n'avons même pas voulu, nous ne souhaitons même pas parler de ce que Sonabi peut faire ou pas, parce que nous ne sommes pas mandataires, nous ne sommes pas chargés de communication de Sonabi. Nous parlons de ce qui est là et de la réalité. Si aujourd'hui nous en sommes là, ce n'est pas faute d'avoir interpellé à plusieurs reprises. Vous savez, il y a des zones qu'on appelle des zones de souveraineté. Les hydrocarbures font partie des zones de souveraineté de l'État. Et c'est tant mieux parce que vous savez tout à quoi peut servir ce genre de choses-là si ce n'est pas bien contrôlé. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, notre seule voie, c'est de dire... Peut-être qu'on a tort, peut-être qu'on ne contrôle pas suffisamment nos revendeurs agréés. Peut-être qu'il faut faire plus que ce que nous faisons. Nous ne rejetons pas cette responsabilité. Mais nous disons que nous faisons ce que nous pouvons. Mais que la solution, chaque année, vous savez le nombre d'interviews que moi je fais pratiquement chaque année pour dire exactement la même chose, que le gaz ne suffit pas. On nous dit non, il y a le gaz dans les citernes et dans les sphères. C'est vrai. Mais dans les bouteilles qu'on donne aux marketeurs, ça ne suffit pas. Maintenant, est-ce qu'on doit faire plus que ça? À preuve, nous avons accepté de venir au tribunal de l'actualité pour pouvoir en parler. Nous avons accepté de rencontrer nos consommateurs sur les émissions directes parce que nous savons que les Burkinabés, si on s'assoit ensemble, on va trouver cette solution. D'accord. Nous sommes pratiquement en fin d'audience. Un dernier commentaire, juge Bernard Boukman. Non, il faut dire à celui qui est assis sur le dossier là de lever son pied pour que nous puissions avoir le gaz chez nous. Parce que ça, là, non, président, nous connaissons bien notre administration burkinabé. À la dernière minute, c'est quelqu'un qui a regardé et qui a mis le pied dessus. Vous ne pouvez pas donner les autorisations à une société pour qu'elle l'installe. Vous surveillez tout, vous rassurez que l'impact d'études environnementales, tout est calé. Il reste à mettre du gaz et on ne met pas. Maintenant, s'il y avait un reproche, ils allaient sortir dire c'est mal fait, ce n'est pas ceci, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a une communication sur ce centre d'emplissage qui n'a jamais démarré. S'il y avait une anomalie, connaissant bien notre administration, elle allait rejeter la faute sur la Sonabi, clair et net. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui a le pied là-dessus. Il n'a qu'à lever son pied, là, nous veut du gaz. S'il ne peut pas lever le pied aussi, qu'il fasse en sorte qu'on ait le gaz. Dans tous les cas, le Burkina fait du gaz. Et c'est une solution alternative. La loi le permet, comme il a dit par les délégations de service. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que la souveraineté aussi, c'est la capacité de satisfaire les uns et les autres. Et une souveraineté à 100% dans un domaine d'ailleurs n'existe pas. Les Européens nous le démontrent à souhait. Ils se battent en Ukraine, mais ils se partagent toujours le gaz. Je te tiens par là, tu me tiens par là. C'est ainsi va le monde. Donc il y a un minimum de concessions à faire. Parce que nous, citoyens, ce que nous voulons, c'est du gaz. Nous sommes au terme de l'audience. 15 secondes de commentaire pour vous également, juge Ofava. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Sodigaz. Il y a d'autres marketeurs qui peut-être peuvent lever des fonds pour avoir la capacité de soulager la Sonabi pour qu'on ait du gaz. On a déjà du gaz sur notre territoire, mais qu'on puisse le mettre dans les bouteilles. Si on peut soulager, il faut le faire. Maintenant, dernier élément, il faut avoir le contrôle sur vos revendeurs
gré là, parce que moi je pense aussi qu'il y a une responsabilité qui est la vôtre. Je suis heureux d'entendre qu'il y a des coins qui sont fermés parce qu'ils ne respectent pas tout. Mais il faut qu'il y ait une belle politique de surveillance du flux pour qu'on sache ceux qui alimentent le circuit de spéculation. Parce que ça aussi c'est un gros problème. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette deuxième convocation du tribunal de l'actualité. Je rappelle que Norogo Sawatogo, le directeur des affaires corporatives de Sodigaz, était notre convoqué à la barre du tribunal. Avec lui, il a justement été question de la problématique du gaz butane. Quelle solution pour éradiquer les pénuries cycliques? Merci d'avoir répondu à la convocation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, juge Bena Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Geoffroy pour les clés de lecture. Et merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et rendez-vous demain pour une autre convocation.